Bonjour à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Taïwan International et tout de suite c'est l'émission On en parle à Taïwan. Bienvenue à l'écoute de l'émission On en parle à Taïwan, animée cette semaine par Mei Guang, Sasa et François-Xavier Boulet. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler des dossiers très différents et variés, un peu tristes parfois, je dirais, mais et gourmet aussi parfois. Et gourmet aussi. Alors, on va vous parler de l'histoire des prix décrochés par les Taïwanais en Angleterre pour des confitures. Miam miam. Et on parlera aussi de l'histoire un peu triste, comme tu disais, oui. Nostalgique, tragique surtout, d'un babouin. Oui, et c'est d'ailleurs une histoire qui n'a pas encore une fin, une conclusion. Le dossier va se poursuivre. Pas encore le dénouement, mais on espère qu'il n'y aura pas de répétition surtout. C'est sûr, c'est sûr. Et puis, Sarah ? En tout cas, même si je pense que votre dossier sur le babouin peut faire l'objet d'un feuilleton, moi je vous parlerai plutôt d'un documentaire, le documentaire Nous sommes Taïwan, qui est passé récemment sur Arte et qui est aussi en ligne sur Internet. Du coup, si les auditeurs se trouvent en Europe, ils peuvent tous visualiser ce documentaire dédié à Taïwan. En fait. Sur la plateforme Internet de Arte, effectivement. D'accord. Donc c'est encore le temps en fait pour suivre le feuilleton. Jusqu'à la fin du mois de juin. Alors, vous voulez commencer par un dossier. Quel dossier ? Gourmand, triste ou culturel ? Comme vous voulez. Nous sommes Taïwan, par exemple. Pourquoi pas ? Ok, d'accord. Du coup, moi, je me suis fait une soirée cinéma hier pour regarder ce documentaire. Je regarde très peu de films d'habitude parce que j'ai pas trop le temps, mais là, c'était bien de prendre le temps et j'étais pas déçue. Oui. J'ai trouvé que ce documentaire qui est réalisé par Pierre Aski et Camille Lepomelec était globalement bien fait, très intéressant. Donc je rappelle juste Pierre Aski, vous en avez sûrement entendu parler, il était journaliste à Libération, il a été un temps correspondant en Chine pour Libération et même directeur adjoint de la publication avant de créer le site Rue 89 et maintenant il est président de Reporters sans frontières. Il a tourné ce documentaire qui s'appelle Nous sommes Taïwan. Tout à fait. Et donc c'est vrai que c'est un format télévisuel, donc quand on connaît vraiment l'histoire de Taïwan en détail, on est toujours un petit peu frustré, il y a quelques petits raccourcis, etc. Mais bon, c'est normal, c'est difficile à la télévision de parler de tous les détails, parce qu'en plus, il faut mettre des images sur tout ce qu'on dit. Mais globalement, je trouvais ça plutôt bien fait. Donc, grâce à des images d'archives, qui sont très belles d'ailleurs. Il retrace toute l'histoire de Taïwan, depuis les autochtones, les différentes couches de colonisation, la dictature de Chiang Kai-shek, la démocratisation, aussi des épisodes plus récents. Par exemple, le mouvement des tournesols en 2014, quand les étudiants ont protesté contre un accord sur les services avec la Chine, ils ont envahi le Parlement. Et aussi en 2019, la légalisation du mariage pour les personnes de même sexe. Et donc aussi le fait qu'il y a des Rainbow Pride tous les ans à Taipei. Et donc, ils ont beaucoup parlé dans ce documentaire de la maturité de la démocratie taïwanaise, qui est d'ailleurs classée par certains classements avant des démocraties comme la France et l'Allemagne. Donc, bravo à Taïwan. Et puis, un autre sujet central de ce documentaire, c'était l'identité taïwanaise. C'est pour ça que le titre « Nous sommes Taïwan » est au pluriel, j'imagine, du coup. Oui, tout à fait. Et justement, à propos d'identité, une des personnes qui a été interviewée dans ce documentaire, c'est Audrey Tang, donc la ministre du numérique actuellement, et qui est aussi transgenre. Et je trouvais ce qu'elle disait intéressant sur l'identité, c'est que en fait, il y a une grande diversité culturelle à Taïwan et une grande diversité d'identité aussi, mais que finalement, l'identité taïwanaise se fonde sur des valeurs communes qui ont été créées justement par la résilience de tous les Taïwanais face au conflit. Et donc, quand on parle de conflit, on pense bien sûr à la Chine.
Et donc, bien sûr, dans le documentaire, dès le départ, voilà, c'était assez présent. Le discours de Xi Jinping qui rappelle tous les ans que son objectif est l'unification, la renaissance de la nation chinoise en faisant usage de la force s'il le faut. Et donc, à qui répond en fait Tsai Ing-wen, la présidente taïwanaise, en disant que les autorités de Pékin ne doivent pas sous-estimer la force de la démocratie taïwanaise et la volonté des Taïwanais de la protéger. Et donc, sur l'identité taïwanaise, c'est intéressant parce que au niveau du calendrier, ce documentaire a été finalement diffusé au moment où on assiste à 2 voyages dans des lieux différents. Donc, l'ancien président Ma Ying-jeou qui s'est rendu qui est actuellement en Chine, et puis la présidente Tsai Ing-wen qui va rendre visite à des alliés diplomatiques en Amérique centrale et qui fera des escales aux États-Unis. Elle est déjà elle vient d'en faire une d'ailleurs. Elle vient d'en faire une à New York. Oui. Et donc voilà, il y a... Enfin, comme vous le savez, mais je le répète pour nos auditeurs, plus la population taïwanaise est jeune, plus elle se sent en fait d'une identité uniquement taïwanaise. Oui. Alors qu'il y a une partie de la population, notamment des personnes un peu plus âgées, qui ont une identité peut-être un peu plus complexe. Et puis aussi, cette identité évolue à travers le temps, parce qu'en 1990, à la fin des années 90, 20% de la population se déclarait uniquement taïwanais à l'exclusion de toute autre identité. Ouais. Et maintenant, c'est 64%. Et chez les jeunes, c'est 83%. Donc c'est assez intéressant. Et pour terminer, parce qu'on pourrait encore dire plein de choses sur ce documentaire, mais ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est il y a eu un focus sur la situation à Jinmen. Donc c'est une île qui se trouve très très proche de la Chine. On voit d'ailleurs en face les immeubles. Une dizaine de kilomètres, je crois. Voilà. À peine, ouais. À peine. On voit donc en face. Traverser à la nage. Oui, si on veut, si on est courageux, mais. Il y en a qui l'ont fait. Hein. Et donc ils ont interviewé un ancien soldat. Qui a été blessé par plusieurs obus, en fait, puisque dans les années 50, la guerre était vraiment assez chaude, entre guillemets. À Jinmen, c'était l'avant-poste de Taïwan face à la Chine. Et en fait, la situation a beaucoup changé aujourd'hui, parce qu'avant la pandémie de Covid-19, il y avait finalement ces dernières années énormément de touristes chinois à Jinmen, qui faisait tourner l'économie. Même l'eau de Jinmen est ravitaillée par la Chine. Ouais. Et donc, cette personne disait... en fait, dans les années 50, on nous demandait de haïr les Chinois, mais finalement, maintenant, on se rend compte qu'on a de la famille là-bas, on va leur rendre visite, etc. Donc, en fait, en tant que téléspectateur, on se rend compte de l'absurdité, en fait, de la guerre. Enfin, voilà, globalement, hein, je veux dire, pas uniquement dans ce cas-là, mais globalement. Dans cette situation. Et c'est peut-être un peu ce qui manque dans ce documentaire, à mon avis, mais c'est difficile de parler de tout, c'est l'aspect géopolitique et la rivalité entre les États-Unis et la Chine. Mais ça aurait été vraiment trop compliqué peut-être de tout aborder. En tout cas, sur les questions de l'identité et de la démocratie taïwanaise, c'est vraiment un documentaire très intéressant. Et pour une question d'identité taïwanaise, il y a des personnes qui ont été interviewées. Quelles sont des personnes, à part l'ancien soldat, l'habitant de Kinmen, il y a d'autres personnes qui sont interviewées? Oui, donc il y a Kolas Yotaka, qui est la porte-parole de la présidence actuelle. Qui est une aborigène. Oui, de l'ethnie Amis. Et en fait, je ne savais pas, mais Yotaka, c'est pas Amis, c'est japonais, c'est parce que son grand-père était japonais. Il y a donc Audrey Tang, j'en ai déjà parlé, mais qui a notamment présenté une plateforme participative sur Internet. Les personnes peuvent proposer des propositions de loi, etc. Donc c'est la démocratie
participative numérique à la taïwanaise. Il y a eu aussi une réalisatrice qui s'appelle Zero Cho et qui a présenté son film sorti récemment sur la terreur blanche, qui a l'air vraiment très intéressant et poignant. Il y avait aussi la directrice des relations internationales du KMT à propos du débat sur l'héritage de Chiang Kai-shek. D'accord. Et il y avait aussi Robert Tsao, 75 ans. Alors lui, c'est intéressant parce qu'il est fondateur de l'une des plus grandes entreprises, l'UMC. Voilà, UMC, de semi-conducteurs, qui est vraiment stratégique aujourd'hui. Et il était, il y a quelques années encore, pour l'unification avec Parce la Chine. Il avait ses affaires en Chine. Tout à fait. Et là, comme il est à la retraite, c'est pas Il a grave. plus d'affaires là-bas. Mais surtout, c'est ce qu'il explique. En tout cas, il a remarqué avec ce qui s'est passé à Hong Kong que la Chine ne se démocratisera pas et donc qu'il vaut mieux ne pas s'unir avec la Chine. Et donc, il a même créé une académie pour former les jeunes Taïwanais à la défense. C'était lui qui avait fait un don en fait assez colossal, je sais plus la somme, pour que les Taïwanais se défendent face à la Chine, en fait, militairement parlant. Et enfin, il y a une dernière personne dont j'ai oublié le nom qui a été interviewée. Elle a créé une chaîne YouTube qui a fait fureur à Taïwan et qui s'appelle ICTV. C'est une chaîne humoristique qui tourne en dérision le Parti communiste chinois et aussi la dictature de Chiang Kai-shek. Et du coup, je vais regarder cette chaîne parce que ça m'a l'air très, très marrant. Oui. ICTV. Oui, I comme l'œil, CTV comme Chinese TV. Ah, d'accord. Du coup, tous les auditeurs peuvent également suivre, en fait. Mais c'est uniquement en mandarin. Oui, c'est en mandarin. Mais bon, je pense que... Les clichés, ça suffit. Les images, ça suffit. Les images sont rigolotes. Oui. Puis il y a peut-être maintenant, comme pour beaucoup de vidéos, les sous-titres générés automatiquement. C'est pas parfait, mais ça peut aider. Oui, tout à fait. En traduction automatique, ça peut aider à comprendre avec ce support d'image. Mais après, c'est des jeux de mots et tout ça, donc je pense que ça doit pas être facile à traduire. C'est clair. Et sinon, pour en revenir à ce documentaire, Nous sommes Taïwan, c'est en formule en durée, c'est 53 minutes. 53 minutes. Ah oui, je comprends pourquoi tu dis qu'on ne peut pas tout dire dans cette formule. En fait, 53 minutes, c'est long, hein, mais l'histoire de Taïwan, c'est tellement complexe que c'est difficile. Tout à fait. Voilà, c'est donc par rapport à ce documentaire disponible. Donc, c'est sous-titré en français, c'est ça? Et en allemand? En fait, non, c'est carrément en français. Il y a deux versions, une en français et une en allemand. D'accord. Donc, nous invitons tous les auditeurs à suivre ce documentaire en fait, pour comprendre Taïwan. Voilà, c'est donc notre premier sujet. Le deuxième sujet, nous allons parler à cet animal, de cet animal. Le babouin. Ou la babouine, je ne sais pas comment on dit. Babouin, ça ira. Non, l'histoire, elle n'est pas si récente que ça parce qu'on remonte au 10 mars, au début de cette aventure et du feuilleton, comme on disait, dans un certain lieu qui s'appelle Pingchun, du comté de Taoyuan, enfin comté de la super municipalité de Taoyuan. Donc dans le nord-ouest de Taïwan. Voilà. Et il y a les autorités de la super municipalité, décidément, qui ont été contactées comme quoi on avait repéré des traces d'un babouin. Et du coup, ils ont envoyé une équipe sur place pour essayer de l'attraper et puis de le mettre en sécurité, de voir déjà d'où il vient. Alors vu que c'était pas très loin d'un zoo, je sais pas comment on appelle limite ça. Safari, c'est un en fait. parc animalier, quoi. Donc les animaux sont en liberté, mais ils sont quand même dans un parc qu'on peut visiter, à Luo Futsuen, ça s'appelle. Du coup, les autorités ont contacté les responsables de ce parc animalier, Luo Futsuen, qui ont dit il vient pas de chez nous. Alors ils ont procédé, ils ont cherché tout autour de l'enclos, il n'y avait pas de traces de fugue ni d'enclos échappés. Ils ont même compté les têtes de babouins et ils en avaient même plus que ce qu'ils avaient déclaré au départ, donc ils se sont dit c'est vraiment pas de chez nous. Il nous en manque pas, c'est l'inverse. Et du coup, pendant un certain temps, les Taïwanais ne savaient pas d'où venait cet animal en liberté, en pensant et puis on n'arrivait pas à l'attraper non plus. On n'arrivait pas à l'attraper, du coup l'animal circulait un peu dans Taoyuan et l'approchait aussi des frontières entre Taoyuan et Hsinchu, un autre comté en fait. Oui, et puis il était même pas loin des zones habitées puisqu'il a été repéré aussi pas loin de la gare, dans des parcs, etc. Du coup, la municipalité a quand même organisé une équipe pour essayer de l'attraper, en lien aussi avec les vétérinaires du zoo et puis donc les autorités agricoles de Taoyuan pour aller à sa recherche, essayer de le repérer. Et enfin, il a pu être repris le 27 mars
non pas que... Après 2 semaines de cavale. C'est ça, 2 semaines de cavale. Et comment il a été repris? Tout simplement, c'est qu'il s'est trop approché des habitations, qu'il est même rentré chez un habitant, qui a pu le renfermer, le bloquer chez lui et d'appeler les autorités. Et du coup, après ce coup de téléphone, on a pu venir le chercher. Mais c'est là que le feuilleton continue ou rebondit, parce que ça s'est passé pas du tout comme prévu, n'est-ce pas? Oui, c'est-à-dire que pendant donc tous les jours on suivait, parce que tous les jours il y a des personnes qui repéraient la trace de ce babouin, qui visiblement avait faim en fait. C'est pour ça qu'il s'approchait des habitations. Et du coup, tous les jours, il y avait l'équipe du bureau des affaires agricoles de Taoyuan qui, avec les vétérinaires du parc animalier, essayait de l'attraper avec des anesthésiants dans le but de l'arrêter, pouvoir le stabiliser en fait. Et ils l'ont raté à chaque fois. Et ils n'ont pas réussi, voilà. Et du coup, ce 27 mars, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se trouvaient donc dans cette pièce assez sombre avec beaucoup de personnes, et la plupart de personnes n'avaient pas d'uniforme, c'est-à-dire il n'y avait pas de gilet qui indiquait d'où ils venaient non plus. Et l'histoire tragique, c'est que il y avait un chasseur légal. Qui était arrivé avec son propre fusil, fabrication personnelle, parce qu'à Taïwan, c'est ça, curieusement, par rapport à la loi, pour les aborigènes aussi, pour pouvoir chasser, il faut avoir un fusil, mais de fabrication artisanale. Voilà. Donc, de toute façon, la vente d'armes... Ce qui n'est pas moins dangereux, d'ailleurs, même c'est l'inverse. C'est même plus dangereux, parce qu'il peut avoir des accidents, en fait, facilement. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que le chasseur aurait été contacté par quelqu'un. On dit quelqu'un, parce que ça reste... par un tiers. On ne sait inconfirmé, pas si c'est en fait. de la mairie, on ne sait pas si c'est du zoo, on ne sait pas si c'est vrai non plus ce qu'il a déclaré, mais il dit avoir été contacté pour... Pour attraper, pour justement stabiliser ce babouin qui se trouve dans une résidence. Et du coup, il a eu l'autorisation de signe de vue de tête de quelqu'un qui lui autorise de chasser, parce qu'ils avaient d'abord essayé de lancer un un morceau de bois sur le babouin pour voir comment il réagissait. Et je ne sais pas si c'est une pratique habituelle. En tout cas, le babouin s'était montré plus excité encore parce qu'il était sous attaque. Donc ils avaient peur qu'il soit agressif, quoi. Du coup, au nom de agressivité de cet animal, quelqu'un a autorisé ce chasseur de tirer. Tirer à vue. Tiré à vue. Et du coup, le babouin s'était retrouvé tout de suite par terre. Et d'après les différentes versions de différentes personnes, la plupart de personnes pensaient que, dans un premier temps, le babouin était touché par un anesthésiant. C'est pour ça qu'il s'est retrouvé... il est endormi, voilà, on est tranquille. Et du coup, pour pouvoir le traiter, on l'a tout de suite emmené au parc animalier qui s'est trouvé plus proche du lieu où se trouvait l'animal. Et c'est arrivé là-bas qu'on s'est rendu compte qu'il n'était pas du tout sous anesthésiant, mais qu'il était euthanasié, quoi. Il était touché directement par une balle. Donc, le chasseur l'aurait directement abattu. Voilà. C'est bizarre quand même, parce que s'il l'a abattu, il doit y avoir beaucoup de sang. Mais bon. C'est ça. L'enquête va continuer. C'est pour ça que tout le monde insiste est vraiment bizarre. Que la pièce a été sombre. Et alors, en chinois, on appelle ça l'effet Rashomon, je crois. Rashomon, c'est un film japonais de Akira Kurosawa, en fait, assez connu. Et le film a donné cette expression pour dire plusieurs personnes qui décrivent différemment le même événement. Voilà, donc chacun a sa propre version. C'est vraiment ce qui s'est passé cette fois-ci, en fait, parce que le bureau des affaires agricoles de Taoyuan disent qu'ils n'ont pas fait venir le chasseur. Ben oui. Pourtant, le chasseur a été appelé par quelqu'un. Et il savait même à quel endroit, chez quel habitant était ce babouin. Donc il a forcément été contacté. Voilà, et le zoo disait que c'était pas lui qui avait donné l'ordre d'abattre l'animal, que tout le monde disait que personne ne savait que c'était une vraie balle. Ah oui. Et le chasseur a pourtant dit, une fois à la police, parce qu'il est arrêté par la police en fait, qu'il avait averti tout le monde pour dire qu'il avait plus d'anesthésiant, que c'était une vraie balle de sa propre fabrication avec son propre fusil. Voilà. Toujours dit-il que quelle que soit la version, le résultat est tragique, puisque le babouin, qui apparemment c'était une femelle, il est mort. Il ne peut pas être ramené à la vie. Et finalement, le zoo a reconnu après coup que c'était bien un babouin de chez lui, parce que vu qu'il avait été stérilisé, il y a les marques de l'opération
peuvent permettre de retrouver en effet c'est d'où ça vient. Et du coup, c'est vraiment les vétérinaires du parc animalier qui dit que ça pourrait venir du parc animalier. Au moins, il n'a pas menti. Au moins, le parc a reconnu que c'était un animal qui provenait Tout à fait. Du lieu, quoi. Voilà. Mais alors, quand on parle des babouins, il y a plusieurs espèces de babouins. Ça reste quand même un animal protégé à Taïwan comme dans le reste du monde entier. Dans le reste du monde, il est interdit d'avoir cet animal en élevage sans autorisation du gouvernement. Et donc, à le Taïwan, parc animalier, il a l'autorisation d'en avoir quand même des babouins. Oui, tout à fait. À Taïwan, il y a 3 parcs, 3 zoos en fait. Donc, il y a Taipei, celui à Taoyuan et un parc à Kaohsiung qui ont l'autorisation d'élever le babouin. Alors, le zoo explique comme quoi il avait du mal à avoir le chiffre exact de babouins dans le parc dans un premier temps parce qu'ils avaient récupéré depuis peu des animaux qui ont été laissés par un animal qui était en faillite, un zoo en faillite. Du coup, il les a récupérés et comme c'est un élevage assez libre avec beaucoup d'espace, ils n'avaient pas le nombre exact d'animal. Et du coup, ça peut se comprendre aussi. Le zoo ordonne maintenant une fermeture pour contrôler tous les enclos, toutes les protections. Et du coup, là, donc, l'histoire n'est pas là, en fait. L'histoire est plutôt comment on a géré cet animal par la suite, en fait. Et à Taïwan, si on élève de manière illégale un babouin, on n'encourt pas une grosse sanction. C'est 50 000 $ taïwanais maximum. 1 650 € environ. C'est pas plus que ça en fait. Du coup, c'est rien du tout pour un élevage d'un animal protégé. Tout à fait. Aussi. Et du coup, le dossier s'est très vite politisé parce qu'on sait que Taoyuan a changé de camp politique depuis l'année dernière seulement. Et ce qui fait que ça s'est très vite politisé aussi. Voilà, un petit peu pour cette histoire ou ce feuilleton du babouin. Et il y aura peut-être une suite un jour dans Parle à Taïwan. Parce que j'espère pas, parce que c'est assez triste de suivre le dossier, en fait. On ne l'avait pas vraiment traité dans nos journaux, dans nos news, parce que ça ne faisait pas vraiment... C'était plus dans la rubrique des faits divers et nos journaux mais ça devient quelque chose de plus tragique et ça implique une question de protection des animaux aussi, en fait. Et le dernier sujet qu'on souhaite traiter, c'est un peu plus joyeux, glorieux. C'est en fait depuis 2005, l'Angleterre organise une compétition internationale des marmelades de fabrication artisanale et originale. Coupe du monde des confitures. Miam, voilà. miam. Je ne sais pas la différence entre marmelade et confiture. Ça se digère pareil. C'est déjà pareil, ça se mange aussi facilement. En tout cas, c'est des confitures faites à partir des agrumes. Voilà. Et là, cette année, Taïwan a remporté le nombre record de prix parce qu'on a eu plus de 20 grands prix en fait, avec double d'or et aussi 6 prix d'or. En fait. Et ça, c'est une première, je crois, pour Taïwan, même d'avoir une double médaille d'or. En termes de nombre. Qui est la meilleure prime aussi. Voilà, et parmi les personnes primées, il y a la célèbre Keia, qui, il y a plusieurs années de cela, était la première taïwanaise à être primée par ce prix. Par ce même concours. Et par la suite, elle a même créé une marque qui s'appelle Keia Gem, donc la confiture de Keia. C'est celle qui a son exploitation dans le comté de Nantou, ou ça c'est encore une autre ferme? Ça, c'est une autre. Et cette fois-ci, la particularité, c'est qu'elle a collaboré, c'est qu'elle a travaillé, fabriqué de cette marmelade avec une variété d'orange qui était une variété endémique de Taïwan, mais disparue. Que le bureau des affaires, les autorités agricoles ont commencé à relancer sa culture en 2021. À quel endroit de Taïwan? Là, c'est cultivé à Nanzhuang, à Miaoli, donc également dans le nord-ouest de Taïwan. Donc c'est avec cette espèce, ça s'appelle la variété de Nanzhuang, avec la confiture de Longan, que Keia a remporté une médaille d'or et 2 médailles d'argent.
D'accord. En tout cas, je pense qu'on est bientôt toute la chaîne du petit déjeuner, parce que Taïwan a beaucoup de médailles dans les concours de boulangerie et pâtisserie. Donc maintenant, on a la confiture, donc il ne reste plus que le beurre, peut-être. Voilà. Le beurre, c'est difficile. On va collaborer avec la France. Voilà. Oui, et sinon, il y a un restaurateur qui s'appelle Loras, qui est à Nantou, qui a décroché donc le double médaille d'or. Double médaille d'or, oui. Avec donc la confiture avec des agrumes, mais mélangée avec l'alcool du sorgho. Ça doit être bon aussi. Oui, et en tout cas, cette fabrication a été saluée parce que apparemment, lors de la cuisson de cette température de la confiture, il est facile de perdre la saveur, en fait, que ce soit l'alcool ou l'agrume. Et apparemment, c'est que cette maison a réussi à conserver les deux. D'accord. Et du coup, ça donne un parfum d'alcool. J'imagine ils n'ont pas donné les secrets de cette cuisson. Non, mais ça me donne envie de goûter, en tout cas. Et le dernier primé qu'on peut citer, c'est Story & Gem, qui a réussi à fabriquer une confiture avec le thé qu'on appelle le thé d'or. C'est le thé noir Taicha, le numéro 18. Le thé noir numéro 18 de Taïwan, avec de whisky. D'accord. Voilà. Comme ça, je veux bien goûter. L'alcool... Ça augmente, ça crée une valeur ajoutée à la confiture. Oui, apparemment, et selon le jury, en fait, c'est lors de la cuisson, le tanin, en fait, dans le thé, rend le processus de gélification plus difficile. Alors qu'on a réussi à tout de même faire ressortir les deux qualités, en fait, que ce soit saveur ou texture. Et du coup, c'est salué. Et une autre marque, c'est Keia, qui travaille avec Soundfree, qui a réussi à mélanger, je ne sais pas pourquoi, on aime bien l'alcool, le gin, le gin avec le citron et avec grapefruit, comment on dit ça, le raisin. Non, c'est du pamplemousse. Pamplemousse. Ah. Et du coup, ça a une saveur plus amère, acide, mais on a réussi à créer ça doit être bon aussi. Une confiture. En tout cas, j'avais jamais entendu parler d'une confiture à base de thé. Moi non plus. Voilà, mais ça doit être bon. En tout cas, ce qui s'est passé avec Keia il y a plusieurs années, c'est que dès qu'elle a remporté le prix, j'ai essayé. Ça m'a donné tellement envie de vouloir l'acheter. C'est impossible en fait. Comme c'est saisonnier, plus c'est un produit de saison. Il faut faire la queue en ligne. Et c'est pas donné non plus. Ou alors on lui propose de venir à RTI pour une interview dégustation, peut-être. On la force à nous faire déguster. Peut-être qu'on aura une petite cuillère, qui sait, de confiture. Voilà. Oui, en tout cas, cette compétition de confiture est financée par le groupe britannique Fortnum & Mason, en fait, qui, du coup, tous les confitures primées peuvent être vendues à l'étagère en Angleterre. Ah, ça c'est bien ça. Et comme c'est une maison qui fournit aussi la famille royale, donc la famille royale britannique a aussi la possibilité de goûter sur confiture. Et pas nous. Voilà, et quand ils verront les pots de confiture de la célèbre taïwanaise, ils pourront s'exclamer qu'est-ce qu'il y a. Ok. Voilà, c'était ma petite Merci. blague. J'aime toujours conclure avec une petite blague. Cette émission dont on en parle à Taïwan. Pas seulement dont on en parle à Taïwan, en tout cas. En tout cas, tous les produits primés sont vendus pour l'instant en Angleterre. À Taïwan, il faut vraiment aller chercher, il faut vraiment avoir la chance en fait de pouvoir faire la queue et pouvoir acheter cette confiture à un prix très élevé à mon avis. Mais ça me rappelle, tu sais, le vin primé, le Putao, le vin primé à Taoyuan de Taïwan, c'est pareil, il faut le commander quelques saisons même en avance pour être sûr de pouvoir en avoir. Oui, voilà, merci à tous d'avoir suivi. On en parle à Taïwan de cette semaine et à très bientôt. Bye. Au revoir.